reprendre comme avant. Donc là, voilà, on vient de connaître les aléas du direct avec une panne d'enregistrement. Une panne de pile. Une panne de pile. Mais bon, écoute, c'est parti gentiment. Ouais. Donc, ouais, vous êtes capable de proposer tous ces packs partout en France. Exactement. Okay. C'est une base. Ils sont déclinés du studio au T6. On peut faire plus grand que ça encore. On équipe parfois des très grands co-living de 13 ou 14 chambres. Donc, ça peut aller bien au-delà. Mais voilà, le cœur de la demande, c'est quand même entre du studio et du T6. Ouais. Pour le marché locatif, c'est peut-être quand même le studio, le T2, j'imagine, c'est ce que vous faites le plus, non? Alors, écoute, il y a beaucoup de studios et de T2, effectivement. Et après, en général, on a aussi beaucoup de T5 et de T6 parce que beaucoup de colocs. Parce que la coloc, il y en a énormément. Enfin, colocation, co-living. Attention. Okay. Non, il y a vraiment les deux. Il y a encore les deux. C'est vrai qu'en rénovation, tu as encore beaucoup de colocation. Et puis après, sur des logements neufs ou sur vraiment des belles rénos, on va tomber sur du co-living. Donc ça veut dire avec une partie privative pour la salle de bain. Trop bien. Votre service, clairement, qu'est-ce que ça comprend? Alors, je vais te faire le parcours client, comme ça tu vois ce qu'on fait vivre. Quand un bailleur a un besoin, on va parler du bailleur pour l'instant, on parlera des professionnels de l'immobilier après. Okay. Le bailleur, il a un besoin d'équipement. Bien souvent, il nous contacte au moment où il est en train de signer son achat. Son compromis, tu veux dire? Alors, soit c'est le compromis, mais là, en général, quand c'est le compromis, il a juste besoin d'une enveloppe budgétaire parce qu'il a besoin de savoir financièrement ce que ça va représenter et ce qu'il doit aller chercher en emprunt ou sur sa propre trésorerie. Mais bien souvent, il nous contacte plutôt à, je sais pas, par exemple, plutôt un mois avant la signature de l'acte authentique. Pas toujours, mais bien souvent, il a quelques travaux à faire. Alors, soit des travaux importants de rénovation, soit il a quand même souvent un petit rafraîchissement à faire, les peintures, quelques petites choses. Non, ça, nous, on s'en occupe pas. Enfin, je vais t'expliquer après peut-être comment on peut les accompagner, mais en tout cas, voilà, on n'est pas une société de travaux, on ne fait pas la rénovation. Donc pour l'instant, juste sur le besoin d'ameublement, donc il nous exprime un besoin, donc on a un formulaire en ligne qui dure 3-4 minutes, où on a les grandes questions qui nous permettent donc de réceptionner la demande de son projet. On va lui demander où se situe le logement, quelle est la catégorie, est-ce qu'il y a des contraintes d'accès à ce logement? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a un escalier qui est suffisamment grand pour pouvoir manutentionner du volumineux? On va lui demander le type de projet. Est-ce que c'est de la location touristique? Est-ce que c'est de la location à l'année? Est-ce que c'est de la colocation, etc. Voilà, on va lui demander quelques grandes notions. Et puis nous, on s'engage à le rappeler dans les 24-48 heures, sauf s'il a pris un rendez-vous avec le formulaire où il nous a dit, voilà, moi j'ai un créneau de dispo jeudi prochain à 11h10, il faut m'appeler à 11h10 et dans ces cas-là, on le rappelle à créneau fixe. Et là, on va un petit peu plus dans le détail, c'est pareil, un entretien qui dure 10 minutes avec notre responsable service client, qui va creuser un peu plus le projet. On va aborder des notions comme on va lui demander, on va commencer à lui poser un petit peu des questions sur voilà, est-ce que vous avez des souhaits de déco, est-ce que vous avez déjà repéré des trucs, est-ce que vous voulez intégrer des choses que vous avez déjà, est-ce que vous avez une idée du budget que vous voulez y mettre, etc. Est-ce que vous arrivez à me dresser un peu le profil type du locataire que vous envisagez? S'ils n'ont pas toutes ces réponses, on les accompagne là-dedans. Okay. Voilà. Cadrer vraiment le projet. Ouais, c'est ça. C'est vraiment important pour nous. On va jamais démarrer un projet si on l'a pas eu au téléphone, si on n'a pas échangé au moins 5 minutes avec lui. Parce que sinon, en fait, on part à blanc et qu'on va lui faire quelque chose où on a 80% de chances de tomber à côté et c'est vraiment dommage. Donc, on essaye quand même de l'avoir au téléphone pour pouvoir comprendre son projet et puis après, le projet passe auprès de l'équipe design. Donc, on part de la base d'un pack. Donc, je ne sais pas, par exemple, on va prendre le style chalet parce qu'on parlait du style chalet juste avant et du coup, l'anecdote est drôle. On va partir du T3 chalet et puis les filles vont, je dis les filles, donc ce sont 2 personnes qui sont au design, qui sont designers d'intérieur et qui vont donc adapter ces configurations aux contraintes du logement et aux contraintes du projet. D'accord. Et vous recevez justement, vous demandez systématiquement des plans? Oui, on les demande. Alors quand ils les ont, c'est formidable. Globalement, maintenant, tout le monde les a. C'est ça qui est intéressant. Pas toujours coté. Alors là, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que nous, on arrive à remettre un plan à peu près à échelle en reprenant à partir d'une porte. On prend une dimension standard de porte. En général, on a au moins le plan du DPE.
qui nous permet quand même de comprendre un peu comment et structurer l'appartement. Mais puis ils ont toujours des photos ou des vidéos et s'il nous manque des codes qui sont vraiment importantes, soit il va être en capacité de nous les donner, soit il nous met en relation avec son agence ou avec son entrepreneur. On arrive toujours à avoir les informations qui sont quand même essentielles. Ouais, tu pars toujours quand même d'un plan qui est coté, du coup comment tu fais? Tu as des photos, tu vois, tu as le plan du diagnostiqueur qui est plus ou moins infidèle, mais quand même, là, généralement... Globalement, ça va. On a en tout cas les superficies qui sont cohérentes. On a quand même, donc, tu arrives quand même à reconstituer. Quand on a un plan coté, on est absolument sûr de notre coût à 100%. Donc là, c'est formidable et c'est la meilleure option possible. Quand on dispose de peu de moyens, on émet des réserves auprès du client en disant attention, le plan, il n'est pas contractuel. On a fait au mieux par rapport à ce qu'on avait. Revérifiez bien ou allez chercher ces informations-là qui sont essentielles pour nous pour être sûr de vous dire que là, il n'y aura aucun problème. Oui, parce qu'il rentre dans un lit, à côté d'un lit, il faut quand même peut-être rentrer 2 tables de nuit de part et d'autre. Il y a des contraintes dans certaines chambres, ça passe pas. Tu vas avoir des contraintes de mesure, mais souvent avec une notion de mètre carré, tu arrives à peu près à te rendre compte. Ce qui est plus problématique, et c'est là où on est un peu, on vient chercher l'info, ça va être des contraintes techniques de type, il y a un radiateur qui était là et qui n'était pas mis sur le plan, ou il y a une colonne technique d'évacuation qui n'était pas matérialisée sur le plan, et c'est là que c'est compliqué, ou tu vas avoir des dimensions de fenêtre, où en fait ta fenêtre, tu as très peu de débord au plafond qui fait que tu ne peux pas poser de tringle pour occulter la lumière parce que la fenêtre s'ouvre pas. Nous, maintenant, au bout de 4 ans, on a vraiment ces réflexes-là, et c'est pour ça que dans l'entretien téléphonique, on va poser beaucoup de questions. Et souvent, ces questions techniques-là, si le propriétaire ne les connaît pas, parce que 56% des bailleurs habitent quand même à distance de leur investissement locatif, on a toujours des relais quand même globalement. On a des relais, les agences, leurs artisans, tu as toujours la possibilité d'avoir ces informations-là. Voilà. Donc vous faites votre enquête, le plan, vous laissez le client, j'imagine, choisir un peu, vous proposez tous vos packs, là, je crois qu'on les a tous sur votre site internet. Et puis qu'est-ce que vous lui transmettez alors il va recevoir donc un plan d'agencement. Donc là, on s'est réapproprié tous ces éléments et puis on a projeté dedans un agencement qui nous semble être l'agencement idéal par rapport au projet qu'il nous a communiqué. C'est-à-dire que s'il nous dit « mais moi, en fait, j'ai peu de budget et puis je veux mettre le minimum parce que c'est des étudiants, c'est un petit logement et voilà, j'ai pas une grosse trésorerie sur ce projet-là, donc voilà, c'est mon premier investissement, je ne veux pas y mettre grand-chose », on ne va pas lui en mettre des louches et des louches. Donc, on va mettre ce qui nous semble être optimal par rapport à son projet, par rapport au logement et par rapport au bien-être du locataire derrière. Donc, il va recevoir un plan, il va recevoir une proposition de produits qui sont les produits qu'on s'engage à lui vendre. Donc, on ne lui proposera pas derrière des ersatz. Si on lui propose ce produit-là, c'est qu'il est en stock et qu'on lui propose de lui vendre celui-ci. Et puis, il va recevoir surtout un bon de commande digital. Donc, il va recevoir en fait l'intégralité, toute la liste des équipements et il va avoir la possibilité de jouer avec ce bon de commande. De jouer avec les quantités. S'il n'en veut pas, il remet à 0. S'il veut augmenter la quantité, il l'augmente. Et il peut aussi nous faire part de ses remarques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bon de commande, du coup, le prix s'ajuste automatiquement. Donc lui, ça lui permet aussi de se piloter et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut mettre dans sa location. D'accord. Il a accès à ça sur votre plateforme, j'imagine. Il peut rajouter un tableau, une table de basse en plus, si jamais il le souhaite. C'est ça, exactement. Ce qui est intéressant, et donc nous, on ne perd jamais le fil de la communication. Donc, en général, on peut avoir 2-3 allers-retours, parfois pour des poupouilles, mais parce que c'est important qu'il puisse valider quelque chose qui lui convient et où nous, on est certain que ça trouvera sa place dans le logement. Trop bien. Et alors, une fois que j'ai signé mon bon de commande. Signer le devis, du coup. Après, on envoie un devis. Et à partir de là, on organise donc avec lui, donc ça passe au service logistique. Et donc là, on organise une livraison unique à date. Et s'il le souhaite, une installation à domicile. Donc ça, c'est optionnel, l'installation. 98% de nos clients prennent l'installation à domicile. Néanmoins, parfois, sur des premiers investisseurs, on a un investisseur là qu'on est allé voir la semaine dernière. Il est tout jeune, c'est son premier, il vient de sortir des études. Il dit mais moi en fait je pense que je vais monter moi-même, j'ai pas encore forcément les fonds pour pouvoir faire et puis en plus j'ai envie d'apprendre. Très bien, nous on fait une livraison en bas d'immeuble. Par contre on restera son interlocuteur quand lui il va monter ses meubles.
Donc, même s'il ne prend pas cette option-là, il aura son plan. Et puis, on restera disponible pour lui, même par visio s'il a besoin, pour pouvoir l'aider à la mise en place de son pack au sein de son logement. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que si on a le temps et la liberté de le faire, pourquoi pas le faire une fois pour se former. Ça me parle parce que nous, au début de Bivouac, pareil, pour apprendre et comprendre vraiment tous les tenants aboutissants de cette étape qui est importante, chronophage et qui est parfois vraiment très galère. Et ben, on a monté des packs de mobilier. Je m'en rappelle avoir passé des journées entières, des soirées dans les apparts à faire ça. Et tu comprends très vite que finalement le montage, elle est pas mal. Elle est pas mal. Tu as envie de l'apprendre la prochaine fois, quoi. Oui, et puis au-delà de la pénibilité, c'est le temps qui passe et c'est un bail qui ne démarre pas. Et donc, c'est aussi de l'argent qui est perdu parce que voilà, nous, on est en capacité, avec des équipes qui sont formées et très pros, de pouvoir aller très très vite sur du montage. Donc, ça veut dire que dès que notre passage est terminé, la location peut démarrer. Mais oui, donc, bon, c'est vrai que, mais encore une fois, 98% des investisseurs ont compris ça. Et quand tu dis vous êtes capable d'aller très vite sur le montage et ça, c'est des équipes en interne ou vous avez des partenaires Alors nous on travaille, donc on a deux types de partenaires. On va avoir des entrepreneurs, donc on intervient en toute France. On a des entrepreneurs avec lesquels on a un vrai contrat qui sont donc indépendants mais qui sont référencés chez nous comme monteurs CBCV. C'est ça, exactement. Voilà. Ils ont été formés, on a une charte de montage, ils savent exactement comment se déroule un chantier avec nous puisqu'on a des étapes indispensables, un état des lieux quand ils rentrent, il y a la gestion, avant il y avait la gestion des clés, il y a l'état des lieux à l'entrée, il y a la réception de la marchandise, savoir monter et installer les meubles correctement, et puis il y a tout un suivi au moment du départ où il faut qu'ils pointent tous les équipements, vérifier que tout est en place, et puis il y a une visio avec notre responsable des opérations pour vérifier que voilà, le rendu correspond à ce qui a été accepté ce qui a été vu avec le client. Ok. Génial, ça m'a l'air hyper rodé. Et donc, excuse-moi, donc ça, ce sont nos installateurs partenaires, ce sont les installateurs sur lesquels on a beaucoup de récurrence. Donc, c'est vraiment les grandes villes en France, sur lesquelles on a beaucoup de chantiers. Donc, ça va être Paris, région parisienne, Nantes, Rennes, Bordeaux, on en fait énormément, Lyon aussi. On va avoir aussi du Marseille. Et puis, forcément, la métropole lilloise, on a commencé là. Donc, forcément, c'est un beau terrain de jeu pour nous. Donc, si les locataires à Lille, à Marseille, à Bordeaux nous écoutent, peut-être que vous dormez dans un appartement rénové par chez vous. C'est beau chez vous. Ouais. Alors, on offre systématiquement aux bailleurs des jeux de porte-clés avec nos logos. Et donc, oui, je pense qu'ils doivent le savoir. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, combien ça coûte? Combien ça coûte un pack comme ça? J'imagine qu'il y a un petit peu plusieurs prix en fonction peut-être du niveau de finition qu'on veut mettre. Je sais pas comment ça fonctionne. Alors, pour un pack, tu l'as compris, on s'adapte vraiment au projet du logement. Donc, en fait, je vais jamais te dire un T2, c'est tel prix, puisqu'en fait, tu n'as jamais un projet et un logement qui est exactement le même. Sur notre site, tu peux regarder, il y a une grille de tarifs et en fait, pour les packs, on donne un prix moyen. En fait, avec 4 ans de recul, on est capable de te dire, ben voilà, un studio, en moyenne, un bailleur, il va l'acheter 3 599 €. C'est précis. T'as vu? Mais tu vas avoir, mais tout dépend. Tu vas avoir des investisseurs qui vont mettre 2000 € parce qu'ils vont mettre peu de choses ou parce qu'on a vraiment une petite superficie ou parce qu'il a récupéré des choses à droite à gauche qu'il avait déjà. Et puis on va avoir parfois un Airbnb hyper bien agencé où vraiment il souhaite faire quelque chose de premium. Et puis tu peux avoir un studio qui monte à 5 000 €. Voilà, il n'y a pas de règle, mais en tout cas ce sont des bonnes moyennes. Après, ce qui ne change pas en revanche, ce sont les forfaits de livraison et d'installation. Donc là, on a forfaitisé ça toute France pour que ce soit plus simple, que ce soit à proximité de nos entrepôts. Non, tu sauras toujours qu'une livraison, c'est 249 € pour un studio. Et puis une installation, il me semble que c'est, je vais dire, si je me trompe, je vais me faire disputer par mon responsable des opérations pour un studio. On t'en voudra pas trop, t'inquiète pas. Comme ça incitera ceux qui nous écoutent à aller sur ton site, c'est-bon-chez-vous.com. Exactement. Pour vérifier ça. Exactement. Et de toute façon, c'est inclus dans le bon de commande, c'est inclus dans le devis. C'est totalement, ces deux forfaits-là sont sortis du montant du pack
Donc c'est très transparent, c'est très transparent. La question qui revient souvent, c'est oui, mais si j'ai investi dans un immeuble de rapport, puisqu'on en a beaucoup, et que j'ai plusieurs logements dans le même immeuble, est-ce que vous mutualisez les coûts? Alors oui, on arrive à faire dans ces cas-là, notamment sur la livraison, sur l'installation, c'est plus compliqué parce que ça reste le même temps homme. On arrive à optimiser un petit peu, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est sur la livraison. La livraison, on a un seul point, et donc là, on arrive à aller chercher des choses intéressantes auprès de nos transporteurs. Et donc il y a vraiment tous les budgets suivant vraiment ce qu'on a envie de mettre dedans. Oui, et c'est ça qu'on aime et qu'on veut conserver. Et en amont de notre enregistrement, on discutait un petit peu des notions de stockage. Est-ce qu'on se stockait? Justement, c'est un parti pris, c'est une vraie stratégie de ne pas être dans une logique de grossiste où on aurait en fait des racks complets de meubles qu'il faudrait absolument refourguer à nos clients parce qu'il faut qu'on écoule nos stocks. On aime cette souplesse et justement cette adaptation, et c'est ce qui nous est reconnu, c'est de pouvoir justement, dans un process extrêmement rodé, efficace, de pouvoir quand même faire de la dentelle. Et c'est ça qui... le client le vit comme ça, et c'est important pour nous qu'ils le vivent comme ça, comme un accompagnement très personnalisé. On est vraiment là sur une logique de partenariat, mais nous derrière ça déroule, c'est très optimisé, processé pour qu'il y ait le moins d'aléas possible, parce que ce sont des projets qui demandent quand même pas mal de logistique. Ouais, pas mal d'organes, ça c'est sûr. Une fois qu'on en a fait un, on comprend très vite. Et mais j'imagine que vous avez une tonne de fournisseurs différents. Trouver à travers l'Europe, à travers peut-être même le monde, je sais pas. Alors on a pas mal de fournisseurs, on va avoir 5-6 fournisseurs qui sont nos fournisseurs principaux, et ce sont les fournisseurs sur lesquels on a des contrats cadres qui sont intéressants et qui nous permettent d'aller chercher pour du locatif le niveau de prix attendu. Forcément, alors ça dépend des projets, encore une fois, on peut avoir des très très belles locations premium qu'on peut faire, mais globalement, on a quand même un niveau de prix moyen qui est attendu de la part des bailleurs et qui est correct par rapport à ce qui peut être proposé à des locataires. On ne va pas chercher du bas de gamme pour du bas de gamme, du prix pour du prix, parce qu'on sait que c'est pas durable, c'est pas durable de toute façon. Donc on a trouvé ce juste milieu avec 5-6 fournisseurs qui représentent, on va dire, à peu près 90% d'un pack. Et puis après, effectivement, on a beaucoup de fournisseurs. Alors ça peut être des fabricants, des distributeurs, des créateurs avec lesquels on va sourcer ponctuellement des produits parce qu'il y a des demandes bien spécifiques pour certains projets. Voilà. Je dirais que tous vos appartements se ressemblent, ou il y a vraiment non, justement, une spécificité justement, globalement, alors je dirais que tu vas sentir notre touche, tu vas sentir notre patte. Je pense qu'il y a une patte. Alors, est-ce que je suis totalement objective? Je ne sais pas. Vas-y, dis-moi. Mais je crois qu'on peut reconnaître un petit peu nos logements, ne serait-ce que parce que nos installateurs ont ont une charte de montage. Donc ça veut dire que nos lits sont faits de la même manière qu'on installe à peu près, on installe les affiches selon les mêmes configurations. Donc je pense que tu vas retrouver une qualité de rendu qui nous appartient. Par contre, comme on aime s'engager dans les histoires de nos clients, et c'est ça qui est passionnant et qui fait qu'on ne s'ennuie pas, et ben non, en fait, tu n'as jamais un pack qui est le même, parce que tu as toujours une histoire qui est un peu différente et un logement surtout qui est différent. Ouais, moi j'aimerais bien revenir aussi sur cette chose que tu as évoquée, qui est, je te rejoins à 100%, meubler pour du locatif, c'est différent de la résidence principale. Peut-être qu'on en parlera, il faut peut-être pas non plus vouloir trop surcharger son logement, mais il y a quand même un minimum à avoir, et nous on s'en est rendu compte aussi assez vite avec Bivouac que ça valait le coup, en fait, ça valait l'investissement de mettre le petit surplus peut-être de budget au démarrage pour vraiment aller chercher cet effet coup de cœur, avoir un logement où clairement le locataire peut s'installer, poser ses valises et se sentir comme chez lui. Comme chez lui, exactement. Voilà. Avec des équipements qui, j'imagine c'est ça aussi votre expertise, trouver de la durabilité, ça aussi c'est quand même un point hyper important. Et puis un rendu aussi sympa, quelque chose qui soit sympa, fonctionnel, à un coût pas non plus démesuré. Oui, c'est ça, il faut que ça reste rentable. Faut que ça reste rentable. Non, il faut que ça reste rentable. Mais pas non plus du trop bas de gamme, voilà, non, un truc c'est ça. Vraiment qui ne tiennent pas la route, qui ne vont pas être durables longtemps,
Donc finalement, l'économie de bonne ficelle qu'on va faire au démarrage, on va la repayer Mais c'est ça. 3 fois parce qu'on va devoir changer de cuisine 4 fois en 20 ans. Quoi. Exactement. En fait, la rentabilité d'un projet locatif, il y a 3 enjeux. Le premier, c'est un enjeu, tu l'as dit, d'attractivité. Il faut que ton logement il soit attractif. On l'a vu, il y a une vraie évolution du marché immobilier vers du meublé. Là où tu avais quelques logements meublés qui en plus étaient très centralisés sur des résidences, maintenant ça devient pas là encore la norme, parce que c'est encore le nu quand même qui est majoritaire, oui, mais il y a quand même vraiment une offre importante qui amène à la comparaison. Donc il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu, les attentes ne sont plus les mêmes, et on peut rapidement comparer ton offre avec une offre voisine. Donc il y a un vrai enjeu d'attractivité, il faut faire quelque chose de sympa. Tu l'as dit, il y a un enjeu de durabilité pour être rentable. Si tu mets quelque chose bas de gamme et que tu dois le remplacer 6 mois plus tard, ça va en fin de compte te coûter plus cher. Donc, il faut quand même que tu proposes quelque chose de résistant. Ça ne veut pas dire effectivement de partir dans de la démesure et de proposer des choses qui seraient beaucoup trop qualitatives par rapport à l'usage qui va en être fait. Néanmoins, il y a quand même une notion de résistance, de durabilité. Et pas forcément sur tout, il y a des points qui sont très importants. Les assises, c'est très important de mettre de la qualité parce que ça s'use très vite. La literie, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi mettre de la qualité. Des accessoires, la vaisselle, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent tourner très très vite si tu prends vraiment des choses bas de gamme. Mais après, tu peux être un petit peu plus léger sur de la déco. Tu peux avoir un luminaire qui fait l'effet, mais qui vaut pas très cher. Tu peux avoir quelques textiles qui coûtent pas très cher, qui donnent le style, mais qui n'ont pas une valeur marchande forcément énorme. Donc, il y a un dosage à trouver. Nous, on aime bien accompagner nos bailleurs sur ça, en leur disant, non, mais là, on n'est pas obligé d'aller chercher du prix. On peut rattraper un petit peu sur ça. Et le dernier enjeu qui est important, c'est la décence. Et ça, c'est très important de faire en sorte que les locataires, on leur donne un logement qu'ils ont envie de respecter. J'entends souvent, et ça m'agace quand j'entends « de toute façon, les locataires, ils ne respectent pas. De toute façon, les locataires, ils cassent tout. Donc, autant leur mettre du pourri et du moche parce que de toute façon, ça va finir cassé. » Et en fait, je pense que si on se dit ça, c'est la meilleure façon pour que vos locataires, ils fassent ça. Exactement. Et donc, plus vous jouez le jeu, encore une fois, toujours dans des proportions très mesurées, mais plus vous jouez le jeu de l'expérience locative qualitative, plus ils vont vous le rendre. Plus ils respectent le logement et plus ils en prennent soin. Mais bien sûr, ils vont le nettoyer. Exactement. Et ils auront peut-être même, c'est là que c'est intéressant, ils auront peut-être même à cœur de continuer à le valoriser. Et ça, c'est sympa. Et je pense que c'est un état d'esprit à avoir. Et je crois que quand on fait du locatif, il faut arrêter d'être méfiant de ses locataires et il faut avoir envie justement d'être dans une relation de confiance et agréable avec la personne qui va louer son logement. Pas de méfiance. Sinon, c'est là qu'en général, c'est compliqué. Non, je te rejoins à 100% et l'expérience nous l'a prouvé chez nous. Parfois, on premiumise finalement nos logements en allant ajouter des décorations qui n'est pas a priori nécessaire au sens stricto sensu de la loi pour mettre en location meublée. Et finalement, je crois que c'est très rentable de faire ça parce que effectivement, comme tu l'as dit, il y a moins de dégradation, les locataires prennent plus soin de l'immobilier, de l'appartement en général. Et finalement, tout le monde est content. Bien sûr. Les locataires sont mieux et toi, propriétaire, investisseur, moins de dépenses sur le long terme. Et moins de turnover. Ouais, moins de turnover. Et moins de turnover. Ça, c'est la location meublée, historiquement, c'était quand même... Bon, et en plus, ce sont des baux d'un an. Donc forcément, c'est vrai que ça pousse encore plus à une rotation de locataires. Mais si votre logement, si vous arrivez à trouver ce bon dosage entre quelque chose d'agréable, mais qui laisse suffisamment de place, sa place, de la personnalisation possible, si vous arrivez à trouver ce bon dosage-là, qu'on prend plaisir justement à mettre en place dans le logement, je pense que là, il n'y a pas de raison que... Alors après, il y a toujours des mutations, il y a toujours des changements de situation personnelle qui amènent au turnover, mais je pense qu'on en limite quand même un peu la possibilité. Mais c'est vrai que tu en as parlé aussi tout à l'heure, brièvement, mais... Ouais, je crois que vous avez de l'avenir parce qu'il y a quand même une bonne part des bailleurs, une bonne partie des bailleurs qui ont compris que finalement il fallait passer à la location meublée, beaucoup la fiscalité, voilà. Ouais. Ceux qui nous écoutent et qui n'ont toujours pas ça en tête, intéressez-vous, voilà, parce que oui, si on fait plus de meublé aujourd'hui, nous chez Vivox c'est 90% des locations qu'on produit qui sont en meublé. On fait un petit peu de location nue quand des cas spécifiques, on va aller chercher
du régime avantageux du déficit foncier Oui. Voilà, qui est réservé à certains types de projets, certains investisseurs qui ont raison d'en bénéficier. Mais c'est vrai que sur le plus long terme, la location meublée, notamment le LMNP, le fameux LMNP au réel, c'est hyper efficace. Et du coup, je pense que voilà, la solution comme la vôtre ont de beaux jours devant elle, parce qu'il y a de plus en plus de besoin de meubler et d'aménager des logements dédiés à la location demain. Tu as raison, tu as ces opportunités juridiques et fiscales pour le bailleur qui font qu'effectivement c'est intéressant. Mais tu vois, on a aussi des clients, c'est ça qui est intéressant, qu'on n'avait pas au début et qu'on commence à avoir, qui vont faire du déficit foncier ou du Pinel, parce qu'on travaille aussi pas mal avec des promoteurs, qui vont opter, mais qui meublent quand même, parce qu'il y a une demande locative. Et donc oui, il y a les intérêts effectivement fiscaux et juridiques, mais il y a aussi une notion d'attractivité. Bon, déjà ton loyer va être un peu plus élevé, donc c'est aussi intéressant. Mais au-delà de ça, c'est parce que tu as surtout des zones sur lesquelles il y a beaucoup de demandes. Donc même si tu n'en bénéficies pas, en tout cas tu ne l'amortis pas fiscalement, ça correspond à une demande locative. Ok. Écoute, hyper clair. Merci pour tous ces enseignements et plus de précision sur votre service. Mais moi, j'aimerais bien, on est passé un peu rapidement tout à l'heure, et j'aimerais bien revenir finalement à votre raison d'être, à comment même toi, tu as monté cette boîte toute seule? Ouais. Ok. Et même avant, en fait, finalement, de créer C'est beau chez vous, j'ai l'impression, en écoutant ton parcours, que tu as depuis toujours été attiré par c'est ça, l'habitat, la décoration d'intérieur, etc. Pourquoi tu es tombée là-dedans? Pourquoi je suis tombée dans la marmite? Je ne sais. Donc, quelle est la raison de m'être pris les pieds là-dedans? En fait, je crois que l'histoire a commencé à... Valérie Damido tous les vendredis Non. Non, parce que même de mon plus jeune âge, j'avais la sensation qu'il y avait des grosses fautes de goût déjà dans ce qu'elle pouvait proposer. Mais c'était intéressant. Valérie, Valérie. Viens de discuter avec nous, on pourra parler immobilier. Non, mais justement, j'avais... Alors, et c'est pas bien ce que je dis avec faute de goût, je dirais plutôt que j'avais déjà un œil critique. Mais c'était agréable, c'était plaisant. Non, c'est pas ça. L'histoire est encore plus jeune que ça. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Mes parents ont fait venir un archi d'intérieur à la maison pour refaire le rez-de-chaussée. Et j'ai été passionnée par cette personne qui est rentrée dans la maison. Et du haut de mes 7-8 ans, j'ai insisté pour avoir mon mot à dire. Alors que je n'y connaissais rien, mais ça m'a intéressée, passionnée. Ça ne m'a jamais quittée derrière parce que je suis convaincue du pouvoir du chez-soi sur son bien-être. On l'a vu notamment par exemple pendant le Covid, mais ceux qui n'étaient pas bien chez eux, c'était l'horreur. Et puis ceux qui avaient un appartement ou une maison dans laquelle ils se sentaient bien, il y en a plusieurs qui disent oh, « j'ai vécu ma meilleure vie ». Alors c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais je pense que c'est extrêmement lié quand même au sentiment de bien-être qu'on a chez soi. Et donc je suis animée par ça. Et donc quand je dis faute de goût, en fin de compte, que ce soit beau ou pas beau, je crois que ça c'est très personnel. Mais je crois que par contre, il est important de se sentir bien chez soi. On travaille de plus en plus chez soi, il y a beaucoup de télétravail, donc voilà, donc on y passe quand même de plus en plus de temps. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est locataire, je crois que c'est ça mon espèce de petite colère intérieure qui fait que j'ai voulu monter C'est beau chez vous. C'est que pour moi, le bien-être chez soi n'est pas uniquement réservé aux propriétaires. Je ne vois pas pourquoi, si tu es locataire, tu n'as pas le droit d'avoir quelque chose qui te convienne, dans lequel tu te sentes bien et dans lequel tu as cette sensation d'être chez toi. Ok, tu n'es pas propriétaire, ce ne sont pas tes murs. Néanmoins, c'est ton refuge, c'est ton nid. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ce sentiment d'intégration dans ces murs. Donc, j'imagine que pendant tes études à Lille, tu as été hébergée tu as loué une chambre de bonne, vétuste au possible, avec des poils d'araignée de partout. Tu as une colère, vraiment on la sent là. Alors moi j'avais commencé dans une résidence étudiante, dans un petit appartement de 22 mètres carrés, où on m'a dit que c'était un logement meublé et il y avait une table et 2 pauvres chaises. Et je me suis dit que c'était une arnaque sans nom. La loi Éluan n'existait pas encore à l'époque, on pourra l'évoquer d'ailleurs, c'est important. Mais je l'ai personnalisé, je me suis emparée de l'espace, mais je me suis toujours emparée des espaces dans lesquels j'étais. C'est important pour moi, que ce soit chez moi, que ça puisse être dans des locations, dans des maisons, mon bureau. J'ai besoin de m'approprier l'espace parce que je suis convaincue de l'effet, encore une fois, que ça a sur toi. Trop bien.
Ouais, passionnant, écoute. Merci cet architecte d'intérieur qui est venu chez toi à l'âge de 7 ans, qui t'a peut-être créé cette vocation. C'est trop cool. J'ai même envie de te faire visiter tous les bureaux. Comment on fait pour améliorer la C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je vais faire monter à l'étage, tu verras, on vient d'en sortir un encore mieux que là où on enregistre. Trop cool. Et puis, ouais, cette volonté d'entreprendre, juste, ça fait longtemps que tu disais qu'un jour tu montrais une entreprise ou comment ça t'est venu? Je l'ai toujours dit. En fait, j'ai toujours su que... Alors, je ne sais pas si je mettais le mot entrepreneur, mais j'ai toujours su que j'avais besoin de créer des choses. Moi, j'ai fait 30 ans de danse. C'était une façon de pouvoir créer. C'était une façon de pouvoir faire des nouvelles choses. Donc là, c'était à travers le corps. Mais c'était c'était l'envie de toujours essayer des nouvelles choses, tomber, réessayer, chercher, creuser. Je crois que ça, c'était un état d'esprit. Et puis après, dans mon travail, quand j'ai commencé à travailler en entreprise, je me suis rendu compte que c'était mon incapacité à savoir m'adapter à un cadre établi. C'était compliqué et que ça m'amenait à être une version de moi qui non seulement ne me convenait pas, mais où je savais que de toute façon, c'était pas durable. Et j'étais en suradaptation. J'étais en suradaptation permanente. Pourtant, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des employeurs incroyables qui ont détecté ça chez moi, qui ont toujours fait en sorte de me tricoter des postes à mesure pour moi. Et donc, j'ai toujours eu de la chance sur ça. C'était une intuition. Je sais pas si on est entrepreneur, je crois qu'on le devient plus qu'on est, mais je pense qu'il y a quand même des petits signaux au fond de soi qui disent un peu il y a quand même besoin d'avoir un cadre, une structure un petit peu différente. Ça ne veut pas dire désorganisé et désordonné, au contraire. Parce que parfois, je peux avoir ce retour-là. On peut dire, en fait, c'est un peu les entrepreneurs, c'est un peu des chiens fous. C'est ceux qui ne savent pas se mettre dans un cadre, qui supportent aucune hiérarchie, aucune contrainte. Non, c'est vraiment pas ça du tout, puisque les contraintes, il y en a énormément quand on entreprend. Le besoin de cadre et d'organisation est très fort. Donc non, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est plutôt l'envie de toucher à tout et de réinventer à chaque fois, de réinventer toujours. À t'écouter, on a vite compris qu'effectivement, juste un métier, ça ne suffisait pas. Il faut plein de domaines auxquels tu as envie de te confronter. Et justement, on parle un peu d'immobilier. Est-ce que tu as déjà touché à des projets immobiliers? Est-ce que tu as déjà investi? Raconte-moi un peu. Est-ce que tu es cliente de C'est beau chez vous? Je suis indirectement cliente de C'est beau chez vous, bien sûr. Alors moi, je ne fais pas d'investissement locatif. Moi, je prends beaucoup de plaisir à acheter des maisons à potentiel, à les retaper et à les revendre. C'est pas non plus être marchand de biens puisque je ne fais pas de division, et puis les maisons en général je les achète quand même pour quelques années, le temps de les valoriser et puis je les revends. J'ai commencé assez jeune, la première maison je l'ai achetée à 25 ans et puis à chaque fois l'objectif c'est de lui faire ressortir tout son potentiel, de raconter une histoire autour de cette maison et de la revendre avec une histoire. Et j'ai de la chance, j'ai toujours trouvé des personnes qui ont adhéré à l'histoire que j'avais posée dans la maison. Et donc voilà, donc là je prends plaisir. Là en ce moment par exemple, je retape une maison dans laquelle je vis avec mes filles que j'adore et je prends plaisir justement à la valoriser. J'ai un compte Instagram pour faire suivre mes aventures. Ça s'appelle Maison Brel. D'accord. Parce que c'est une maison située dans une rue qui s'appelle Jacques Brel. À Lille dans la métropole lilloise, ouais. Okay. Voilà, et donc c'est une maison que je prends plaisir à retaper tout doucement avec mes moyens, mes envies et puis mes partenaires. Donc je prends plaisir aussi à découvrir des nouveaux partenaires de rénovation, à m'inspirer d'eux, à apprendre beaucoup d'eux. Donc je suis toujours à côté d'eux, je veux comprendre, je veux savoir, même si je ne vais pas moi faire des travaux et rénover, alors quoi que je fais moi-même quand même pas mal de choses. Tu fais un peu de peinture quand même Je fais quand même un peu de peinture, je fais quand même un peu de pose du carrelage, ouais quand même, je fais quand même des choses, mais il y a des choses que clairement je n'ai pas le temps et que je ne sais pas faire. Par contre, je vais poser beaucoup de questions et je vais quand même apprendre et comprendre comment ça fonctionne. Génial. Donc c'est à chaque fois, tu déménages en fait de résidence principale. Ouais, c'est ça. Tous les 2 ans. Ouais, c'est ça, j'aime bien. Ouais, je trouve ça intéressant. Peut-être pas. Alors après, ça dépend des projets, ça dépend du montant d'acquisition. C'est vrai que du coup, plus tu montes de maison,
plus tu as du coup des montants qui sont importants et des prêts qui vont derrière. Donc je fais pas... Enfin, voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit aussi évidemment financièrement intéressant. Oui, c'est une passion, mais ça doit aussi être... C'est une manière d'investir, c'est une manière de constituer du patrimoine qui est un peu différente. Mais je crois que j'ai trop besoin d'être dans les murs pour... voilà, enfin, j'ai besoin que ce soit un projet dans lequel je suis. Donc là, tu es actuellement en train de rénover une maison ouais. Dans laquelle tu vis avec tes filles. Ouais, exactement. Maison Brel, c'est ça sur un... Mais plus loin, Ombrelle. Mais plus loin, okay. tiret Ombrelle. Mais plus loin. Ombrelle, ouais, okay. C'est ça. Sur Insta, trop cool. Et du coup, tu as la combienième résidence principale là, depuis 25 ans? Non, quatrième. Wow. Après... c'est pas mal déjà. Ouais. Après, je prends plaisir à accompagner aussi pas mal mon entourage sur leur propre maison et sur leurs propres projets. J'imagine. J'aime bien faire ça, je trouve que c'est intéressant et même parfois sur d'ailleurs des styles qui sont pas du tout les miens ou des types d'habitat que moi je n'achèterais pas, mais ça me permet du coup de découvrir des nouvelles contraintes et des nouvelles opportunités et je prends plaisir là-dedans. Et donc si je reboucle avec C'est beau chez vous, où tout à l'heure tu m'as demandé si on faisait les travaux. Donc nous, on ne fait pas de travaux, on travaille. Alors pour les Hauts-de-France, on a des entreprises avec lesquelles on est partenaire. S'il y a des besoins en rénovation, on peut mettre en relation avec des entreprises qu'on connaît très bien, avec lesquelles on a déjà travaillé et sur lesquelles on peut avoir un suivi. Nous, on va plutôt proposer un accompagnement créatif. On peut avoir par exemple des investisseurs qui ont leur propre société de rénovation, mais qui vont avoir besoin qu'on les aiguille sur des choix de revêtement, de murs, de sol, des finitions, de la quincaillerie. Et donc là, on peut les accompagner, on est en conseil avec leur société de rénovation pour pouvoir faire quelque chose de cohérent dans son ensemble. Trop bien. Voilà. Oui, j'ai une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure, c'est justement sur la partie conseil, des définitions de quel type de rénovation et même d'aménagement on peut faire dans un appartement. Qu'est-ce qui diffère vraiment entre un logement Airbnb et un logement en location meublée classique? Ça va être le niveau d'équipement qu'on va mettre. En fait, il faut penser usage. En fait, il faut se dire que ton locataire, il va arriver avec juste une toute petite valise pour le week-end et qu'il ne vient avec rien. Et donc, il faut que tu lui donnes tout ce dont il va avoir besoin pour ce court. Alors, ça peut être court ou moyen séjour, ça dépend si c'est pour des vacances un petit peu plus longues. Mais donc, tu dois te projeter sur de quoi va-t-il avoir besoin. La cafetière, voilà. C'est ça en plus. Oui, il y a plein de petits détails en plus. Alors, évidemment, il va y avoir les textiles. Il ne va pas venir, globalement, en général, il ne vient pas avec ses draps, il ne vient pas avec ses serviettes. Il vient pas, voilà, il y a beaucoup de détails. Il faut se dire qu'il arrive juste avec une valise. C'est comme si c'était ton invité. Si tu accueilles quelqu'un chez toi, de quoi cette personne va avoir besoin? Qu'est-ce que tu vas, tout le long d'un week-end, lui proposer pour qu'il se sente bien chez lui? Quelqu'un à l'année, par contre, il est important qu'il pose ses valises et qu'il y amène un peu de chez lui, plutôt un peu de son univers à lui. Donc, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Un logement qui serait trop poussé, on l'a vu par exemple pendant la crise Covid, beaucoup de logements touristiques ont été reclassés en logements longue durée puisqu'ils ne trouvaient plus de locataires touristiques. On a vu un paquet. On en a vu un. Exactement. Et en fin de compte, ce sont des logements qui derrière ont été rapidement quittés parce que l'appropriation par les locataires a été compliquée. Parce qu'ils ne pouvaient pas amener cette petite commode qu'ils ont récupérée, qui venait de chez eux. Ils n'ont pas pu amener leurs affiches, leurs photos, etc. Et ça, c'est compliqué. Donc, il y a un dosage qui est important de trouver quand c'est une local année. Hyper clair, d'accord. Voilà. Okay. Bien intéressant. Ça nous amène maintenant, tu nous as un peu décrit plus sur tes projets perso ou même sur ce que vous faites aussi, c'est beau chez vous. Ouais. J'imagine que tous ces projets que vous accompagnez, c'est aussi quelques galères et ça tombe bien parce que si on est aussi ensemble aujourd'hui, c'est pour évoquer ça également, tous ces projets immobiliers que vous vivez aux côtés de vos investisseurs. C'est passionnant, mais c'est aussi quelques belles surprises et moins belles surprises. Moins belles surprises, ouais. Donc, toi, est-ce que tu as une ou plusieurs galères que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Je pense que je pourrais en avoir plein. Si globalement je dois faire des grosses patates, je crois que ce qui peut parfois faire des grosses patates.
Des frites, vu que je viens du Nord. Le cliché. Oh là là. J'espère que les nordistes ne n'auront pas. Non, ils seront contents. Non, ce qu'on pourrait voir par exemple, c'est des bailleurs qui veulent faire rentrer dans des petites surfaces des choses trop volumineuses et qui ne veulent pas en démordre. J'ai par exemple en tête un logement parisien, la cuisine était absolument minuscule et le bailleur tenait absolument à ce que ses 2 locataires aient un frigo américain. Donc un bazar énorme avec compartiment réfrigérateur et congélateur plus bac à glaçons, etc. Et donc on a eu beau lui montrer par A plus B que ça ne passerait pas, ou qu'en tout cas une fois qu'il aurait mis cette énorme armoire, ses locataires ne pourraient plus circuler. On n'a pas réussi à le convaincre et il a fallu qu'on livre ce frigo. Même le livreur nous a appelé en disant « Mais non, mais c'est pas possible, ça ne rentre pas. » Oui, on sait. Mais le propriétaire y tient absolument. C'est américain ou pas du tout? Non, pas du tout. On l'a placé. Il restait clairement... Alors j'ai un de mes collaborateurs qui m'a fait rire. Il m'a dit il reste la place pour un chat pour passer. Il n'y avait plus de place pour circuler. Mais c'est resté comme ça. Et donc, je ne sais pas la suite de l'histoire. Je ne sais pas comment ces locataires ont réussi à vivre dans cette cuisine avec un énorme frigo américain. Mais on n'a pas réussi. Voilà, pour lui, c'était un must. Il fallait absolument qu'il y ait un frigo américain dans une minuscule cuisine. Voilà, quand je parle de démesure, parfois, on peut être amené à avoir des propriétaires qui ont en tête une idée de ce qu'il faut absolument mettre, mais parce que pour eux, peut-être qu'ils ont une maison qui est beaucoup plus grande et qui prennent plaisir à utiliser par exemple ce frigo américain, mais c'est pas cohérent par rapport au logement. Et donc mettre simplement un réfrigérateur plus petit avec un compartiment freezer, c'est suffisant. Donc voilà, donc on peut avoir certains moments où c'est compliqué parce qu'on essaye d'expliquer par A plus B et de leur demander de nous faire confiance en disant mais vraiment, je vous assure, c'est pas une bonne idée. Je comprends que c'est important pour vous, mais c'est pas une bonne idée. Et parfois, ça peut être compliqué parce que on n'a pas toujours. C'est tout. Ça reste nos clients et donc c'est tout. S'ils nous le demandent, on va finir par le faire. Bien adapter effectivement le mobilier à la typologie de logement. À la typologie de logement, ça c'est important. Après, on peut avoir des moments, alors c'est pas vraiment des galères, c'est parfois un petit pincement au cœur où on va avoir des propriétaires qui vont vouloir mettre un style de décoration très très pointu, très très poussé dans quelque chose qui ne correspond pas. Je vais vous donner une anecdote. On nous a demandé de faire un logement typé bord de mer en plein centre de Mulhouse. D'accord. Quand on nous a... des bouées. Mais oui, vraiment. Non, mais surf. Et en plus, pas quelques matières naturelles, un peu de bleu, allez, éventuellement quelques affiches où il y aurait des bateaux dedans. Là, il fallait vraiment qu'on pousse le trait jusqu'à l'extrême. En plein cœur de Mulhouse. Et un poisson sur tous les murs. On nous demandait de toujours en rajouter plus. Et là, c'était compliqué parce que là, passionné de bateaux, visiblement. Qui voulait en fait proposer un concept. C'était pour un logement touristique. Et donc, on comprenait qu'il avait envie de se démarquer. Son mot, c'était « je veux me démarquer, je veux me démarquer ». Oui, je pense jusqu'à une certaine mesure. Il ne faut pas que ça tombe non plus dans quelque chose de caricatural, sinon c'est raté. Il y a une justesse. Je crois qu'il est... Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure avec le bon goût. Je ne crois pas qu'il y a un bon et un mauvais goût. Je pense qu'il y a des notions de justesse. Et je pense que partir dans la caricature, c'est le risque. C'est ça le risque. C'est de partir dans du total look ou dans des choses qui sont, encore une fois, caricaturales et dans lesquelles c'est rigolo, hein, c'est sympa à voir, mais on ne va pas y rester très longtemps, quoi. Voilà. Donc on peut avoir, on a pu équiper parfois, et on ne le met pas en photo sur notre site internet, on pourrait avoir comme galère des propriétaires qui nous demandent de pousser très loin, quelque chose dans lequel on ne se reconnaît vraiment pas. C'est dommage parce que vous l'avez fait vraiment la déco poisson? Moi je voudrais bien que tu m'envoies, on publiera sur les réseaux, parce que moi je dois bien voir la... Si tu l'acceptes, si tu la retrouves. Je comprends, vous ne la mettez pas sur votre site internet, c'est pas une bonne idée à reproduire. Non. Mais ça m'a fait marrer. Bon, et puis après, logistiquement parlant, c'est des mauvaises surprises. C'est par exemple, alors le plus courant, et ce qui est vraiment là maintenant, par contre, on est assez intransigeant là-dessus, c'est qu'on n'intervient pas si les équipes de rénovation n'ont pas terminé. Parce que bien souvent, en fait, le propriétaire a son équipe de rénovation. Et puis, comme souvent dans les travaux, on va vous dire « mais si, c'est fini dans une semaine ».
c'est pas vrai, il y a encore un mois de travaux, mais pour rassurer, on va dire qu'il y a une semaine. Et donc nous, ils nous demandent d'intervenir du coup 10 jours plus tard. Mais quand on arrive, on a beau leur dire, vous êtes sûr que les travaux sont terminés? Mais oui, ils me l'ont promis, vous verrez, ce sera terminé. Et quand on arrive sur place, on se retrouve au milieu des équipes, de la poussière, des outils, etc. On ne peut pas passer. Et puis ça nous embête parce que ça vient aussi dégrader ce qu'on met en place. La poussière sur les textiles, c'est infernal. Voilà. Et donc, on repart d'un logement en ayant mis en place des choses et qui sont en fait salies directement. Et donc ça, c'est assez... Les étapes, on termine, voilà. Mais c'est ça. Et il ne va pas gagner de temps, puisque je vous donne un exemple. Par exemple, un studio, ça va être une demi-journée. Un T2, c'est une journée. Donc en fait, on perd rien. On perd rien à arriver. Et puis, on a cette souplesse logistique. On a besoin d'être informé 4 jours avant le chantier, la fin du chantier. Mais oui, donc voilà. Donc clairement, il vaut mieux que tout le monde soit parti, que l'appartement soit libre d'accès. C'est quand même mieux. Et on s'est retrouvé dans des galères où voilà, on a dû installer, il y avait encore des murs à abattre. Et on a dû poser les meubles. Donc ça, par exemple, c'était une... un peu de poussière sur le table de nuit quand vous vous réveillez le matin, c'est normal, on a battu le mur à côté après avoir installé tout le mobilier. C'est ça, Et donc voilà, on insiste beaucoup là-dessus. Et puis, et si vraiment on nous le demande, on y met beaucoup de réserves. On leur dit, vous savez... Je croise les doigts pour que le mobilier mis en place ne soit pas abîmé. Il ne faudra pas dire que c'est vos locataires qui ont abîmé. Là, pour le coup, ce ne sera pas vrai. Voilà, donc on peut avoir des choses comme ça. Après, on peut avoir des contraintes de type des accès, par exemple, des cages d'escalier absolument minuscules. Et puis finalement, ça ne passe pas. Et on est obligé de passer par la fenêtre. Voilà, on a pu avoir des galères parfois de manutention. Qui arrivent à... Globalement, tu arrives à amener tout dans un logement ou ça arrive qu'on parte avec un frigo justement sous le bras ou un canapé qu'on a pas faire passer? Non, globalement, on amène tout puisque justement dans les entretiens de qualification, on pose beaucoup de questions sur les accès. Donc ça, c'est quand même cadré à l'avance. Mais tu as toujours des aléas. Tu as toujours un tournant, une rampe d'escalier, quelque chose que tu n'avais pas vu et qui t'empêche de passer. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y en a quand même beaucoup de choses qui sont en kit, qui sont démontées. Donc, c'est comme ça qu'on arrive aussi à aller chercher des coûts de livraison qui peuvent être intéressants, parce qu'il faut savoir que la livraison, ça coûte une fortune. Ouais. Sur du volumineux, ça coûte une fortune. Et donc, pour pouvoir optimiser tout ça, l'idée, c'est de palettiser, d'avoir le moins de palettes possible, puisqu'on livre donc en affrètement. L'affrètement, c'est différent de la messagerie. La messagerie étant... Vous savez, ces rendez-vous qu'on va vous donner de 8h à 18h dans les 3 jours à venir et vous ne saurez pas exactement quand est-ce que c'est. Voilà, nous, on ne fait pas de messagerie, on ne fait que de l'affrètement. Ça veut dire des transporteurs dédiés avec lesquels on a un rendez-vous, on a un créneau de 2 heures qui est donné et tout ça est mis sur palette, filmé et protégé. Et donc, pour pouvoir optimiser ces coûts-là, puisque c'est un service qui est forcément plus cher que de la messagerie, forcément, on a besoin d'avoir des meubles en kit qui ont joué au Tetris et ça prend moins de place. Donc, comme c'est en kit, on arrive quand même globalement à faire passer les choses. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, c'est jamais une mince affaire. Là encore, ça vaut le coup de prendre un service de montage. Oui. Se casser le dos dans l'escalier, tout faire rentrer. Exactement. Alors oui, anecdote marrante, mais en fait, sur le coup, on n'a pas ri. On a eu une de nos équipes d'installation qui s'est retrouvée coincée dans un ascenseur. L'ascenseur est tombé en panne et il est resté plusieurs heures dans l'ascenseur. Sauf que la marchandise, elle était à l'extérieur. Elle était restée dans le hall d'entrée et une partie sur le trottoir. Allez. Et là, je peux te dire que là, on a eu une bonne suée parce qu'une seule angoisse, c'est qu'on nous pique des choses. Et là, que faire? L'installateur est coincé, il faut attendre une équipe d'intervention. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc là, par chance, ces installateurs avaient d'autres personnes dans le coin. Elles ont pu appeler ces personnes-là pour venir sécuriser la marchandise le temps d'eux. Mais on a transpiré pendant 1h30, 2 heures quand même. La situation d'urgence de chez C'est beau chez vous. Exactement. Tout le monde sur le pont pour trouver des relations sur place pour sécuriser les paquets qui étaient restés sur le trottoir. Bon, hyper clair. Merci Églantine pour tout ce partage d'informations. On en sait bien plus sur comment meubler, comment aménager son logement, rendre sexy aux yeux de ses locataires qui sentent bien, qui restent plus longtemps, qui payent aussi peut-être. Voilà, on trouve l'investissement en partie aussi dans le loyer. Bien sûr. Écoute, hyper intéressant. Puis
moi, je vois vos packs, là, ça a l'air hyper cosy. On a envie de vivre chez vous. Non, ouais, ils sont chez eux, du coup. Donc, c'est chouette. Écoute, avant de te quitter, j'ai quand même 5 petites questions que j'aime bien poser à mes invités. Pour terminer sur un mot de la fin. Déjà, j'ai un peu la réponse, je crois, à moins qu'une grosse surprise, mais ma première question, c'est toi, est-ce que tu es plutôt Lille ou Marseille? Je suis plutôt Lille. Les frites? Non, pour le... La belle brique rouge? Non, plutôt Lille pour l'état d'esprit, pour l'ambiance, pour l'état d'esprit dans lequel je me retrouve vraiment. Donc ces gens du Nord. Ouais, cette chaleur humaine. Cette chaleur humaine, quand même, je ne dis pas que les gens de Marseille ne sont pas chaleureux, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a quelque chose quand même là-bas. Il y a quelque chose, humainement, il y a quelque chose de vraiment riche, je trouve. Voilà. Trop bien. Bon, salut tous nos nordistes. Tous les nordistes. Plutôt studio ou colocation? Plutôt studio. Studio? Ouais, j'ai jamais fait de colocation parce que autant j'aime énormément vivre aux côtés de personnes, autant j'ai aussi vraiment besoin d'être avec moi. Et il y a des moments où j'ai besoin d'être juste avec moi et d'être constamment. Je crois que si j'avais des colocataires, voilà, au bout d'un moment, j'en aurais assez. J'ai besoin de me retrouver avec juste moi. Dans ton espace, aménagé à tes goûts. Exactement. Ouais, trop bien. Plutôt quartier périphérique, barre d'immeubles, méga rendement ou belle pierre, hyper chère mais hyper bien placée? Qu'est-ce que tu devais acheter? Belle pierre. Ouais. Mais hors centre-ville. Ah d'accord, ok, une troisième catégorie. Belle pierre, t'arrives à trouver des... Belle pierre éloignée de trop de bruit. C'est pas la campagne profonde, mais en tout cas pas périphérie. Ouais. Périphérie, mais pas barre d'immeuble. Périphérie, petite ville provinciale. Ok. Donc c'est là où t'as acheté tout. Ouais. T'as acheté tes 4-5. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Trop bien. Trop bien. C'est aussi là où en ce moment on voit, il y a vraiment une flambée des prix. Oui. T'as des super affaires à faire. D'ailleurs, dans le Nord, pour les investisseurs qui nous écoutent, il y a quand même vraiment des très belles affaires à faire parce qu'il y a encore beaucoup de logements et notamment de logements à rénover. Donc il y a des belles choses à faire. Ouais, et puis avec aussi, je pense, un phénomène qui a été accéléré, qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, pendant le Covid. On a des gens qui recherchent de plus en plus d'espace. Ça, c'est un des premiers motifs, mais aussi une autre réalité aussi aujourd'hui avec les taux qui ont fortement augmenté. Oui. On n'a plus forcément le budget d'acheter tout ce soit en hyper centre-ville. Oui. Donc on est obligé d'un peu de s'excentrer. Et puis c'est vrai que c'est sympa aussi, maintenant qu'on passe un peu plus de temps chez soi, comme tu l'as dit, en télétravail, finalement cette barrière du transport, c'est peut-être moins une contrainte qu'avant. Oui. Donc il y a des super coûts. Oui, il y a des choses intéressantes. Nous on voit les marchés en toutes les périphéries des grandes villes sont de faire une généralité, sont vraiment en train de prendre de la valeur, pour en partie ces raisons qu'on vient d'évoquer. Et puis alors, si toi, comme toi, on arrive à trouver des super baraques à rénover. Oui, et c'est vrai que la location meublée, on la mettait beaucoup sur des appartements. On arrive à faire des choses formidables avec des maisons. En fait, on arrive à faire en sorte que des maisons se vivent un peu comme des appartements. Et l'avantage quand même des maisons, c'est qu'il y a un extérieur, il y a quand même un jardin, et il y a quand même beaucoup ce besoin. Il y a quand même eu le Covid et il y a quand même eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées enfermées entre 4 murs sans extérieur. Et il y a quand même eu un besoin croissant d'avoir au moins un petit carré d'herbe ou au moins un balcon, quelque chose quand même à l'extérieur. Donc c'est vrai que je pense que ça joue aussi sur l'envie de s'excentrer un petit peu. Si on remontait dans le temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans... 20 ans avant, tu n'avais pas commencé à être dans la déco, mais ni dans l'investissement avec tes maisons que tu as achetées. Est-ce qu'il y a des conseils que tu as envie de te donner? Par rapport à l'achat de maison? Ouais, par exemple. Je crois qu'il faut toujours, mais là ça rejoint un petit peu l'investissement locatif, alors que c'est pas pour du locatif, mais il faut toujours se poser la question de l'histoire que tu vas avoir avec cette maison. Tu veux la revendre à quelle échéance, tu espères retirer quel montant, et donc ça vient calibrer en fait l'investissement que tu vas mettre dedans.
Si je m'écoutais, je pourrais mettre des choses magnifiques, des choses qui coûtent une fortune je ne peux pas. Mais au-delà de ça, ce ne serait pas cohérent par rapport au projet, qui est un projet pas de long terme. Il faut bien faire la distinction entre une maison que vous allez vouloir garder toute votre vie, entre guillemets, et une maison que vous allez vouloir optimiser pour revendre. On ne fait pas les mêmes choix et pour autant, c'est pour y vivre soi. Donc on n'est pas en train de se dire je vais mettre du bas de gamme parce que de toute façon je veux la revendre. Non, puisque je vis dedans, donc je veux quand même quelque chose de qualitatif. Mais voilà, il y a toujours cette notion de juste mesure à trouver. Un juste équilibre. Un juste équilibre. Ouais, très clair. Et puis une dernière question pour la fin, si aujourd'hui je te donnais 10 millions d'euros là, pour acheter n'importe quoi, n'importe quel projet immobilier, qu'est-ce que tu achèterais, où ça et pourquoi? Tu vas me dire encore des maisons en périphérie de Lille. 10 millions d'euros, 10 millions, tu me donnerais? Déjà, je pense que j'achèterais pas un bien. Je pense que j'achèterais plusieurs biens. Je pense que je répartirais ça. Je pense que je ferais des choses très différentes entre un petit appartement de centre-ville avec quelque chose de plus vacances, gîte. Je crois que j'irais explorer plusieurs configurations, plusieurs types d'habitats pour plusieurs types de projets, mais parce que j'aime apprendre et parce que je pense que si je faisais toujours la même chose, ça me lasserait. Donc ça rejoint un peu ma personnalité, c'est très clair, la boucle est bouclée. Ouais, c'est ça. Toucher à tout. Voilà. Différents types de projets. Exactement. En ville, à la campagne. Ok. Trop bien. Voilà. Écoute, merci. Merci à toi. Merci pour ton temps, merci pour tous ces détails sur ton parcours, hyper inspirant. Et tout ce que vous faites chez Sebo, chez vous. Appelle-nous CBCV. CBCV, voilà. J'adore. Où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, donc sur sebochez-vous.com, on est aussi sur les réseaux sociaux et puis moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. J'ai à cœur de parler, de donner l'actualité de l'entreprise et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai à cœur aussi de défendre les couleurs de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, voilà, si des personnes souhaitent échanger sur le sujet, ce sera toujours avec plaisir. Génial. Écoute, merci pour tout, c'était hyper cool. J'ai apprécié ce moment avec toi. Merci. Et puis, au plaisir de se recroiser un de ces quatre sur l'île. Ouais. Pour visiter la plus belle pièce de rénovation en cours. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, au revoir. Ciao.